Bonjour à tous, je suis Céline, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée, mais également coach. J'ai mon cabinet ici sur la ville de Vichy depuis 7 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999, ce qui signifie qu'en plus de recevoir des gens à mon cabinet, j'interviens comme formatrice au lycée, à la fac, en entreprise, en structure sociale, en structure associative, etc. Aujourd'hui, je réponds à Pauline, qui est une jeune, 30 ans, c'est jeune, une jeune thérapeute à son compte depuis 1 an et demi. Et elle m'écrit un petit peu, c'est un peu un appel au secours, c'est un petit peu un SOS. Elle me dit si ça continue, si je continue de ne pas avoir de clients et de dépenser de l'argent, je vais mettre la clé sous la porte. Peux-tu m'aider? Alors, euh, je le fais, vous voyez, cette fois-ci, j'ai pas de fiche, je vais essayer de faire ça spontanément. Il y a tant à dire sur ce sujet. Je me suis mise à mon compte en 1999 et j'avais un bureau près de la place de la Nation qui était vraiment, il y avait une vitrine, une porte, etc. Les gens me voyaient travailler, donc ils pouvaient entrer. Il y avait du lettrage vitrine. J'expliquais exactement tout ce que je faisais, donc j'accompagnais des gens sur leur communication relationnelle, dans leur posture de chef d'entreprise, etc. Et c'est vrai que j'étais vraiment proche de la place de la Nation. Il y avait quand même du passage. J'avais la chance d'avoir cette petite, alors c'était pas très grand, hein, mais j'avais ce bureau vitré avec des lettrages. C'était comme ça en 99. Mon ordinateur et l'époque a un peu changé, les gens rentraient beaucoup. Les gens du quartier me demandaient ce que je faisais. Je leur expliquais, etc. Donc j'étais comme ça au contact euh, des gens. Je travaillais le matin. Concrètement, j'avais des dossiers de clients. Je travaillais le matin sur place et l'après-midi, eh bien, je prenais mes plaquettes et j'allais faire de la prospection. Et j'allais voir tous les chefs d'entreprise du quartier. Des fois, j'allais sur le 11e, sur le 12e, et c'est comme ça que j'ai commencé, en réalité, à travailler avec certaines marques, des marques d'optique, des marques de lingerie, des fois des franchises, donc des gens qui ont un ou deux ou trois magasins à différents endroits avec différentes équipes. Voilà, la communication relationnelle, c'était vraiment mon domaine d'origine. Après, à un moment donné, à l'époque, on n'avait pas ce statut d'auto-entrepreneur et j'avais des charges fixes qui étaient énormes. Donc à un moment donné, euh, je suis revenue chez moi après quelques années avec un local que je payais, etc. Je suis revenue chez moi, j'ai travaillé depuis chez moi et je m'en sortais déjà mieux. Et après, pendant un passage, j'ai repris un mi-temps à côté. Donc je continuais la communication relationnelle, mais je travaillais dans des structures sociales, hospitalières, etc. Et donc je faisais toujours du coaching, mais en plus j'étais aussi tournée vers l'humain. Et c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie, parce que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail des sophrologues, des psychopraticiens. Alors l'appellation a changé, mais bon, à l'époque c'était pas comme ça. Mais voilà, de fil en aiguille, comment ça s'est passé. J'ai travaillé chez moi pendant une longue période. Bien sûr, quand vous travaillez chez vous, il vous faut demander, surtout si vous êtes locataire, demander l'autorisation au propriétaire, informer le syndic, etc. Vous ne pouvez pas mettre une plaque comme ça. Il faut déjà, vous ne pouvez pas y aller en dilettante, j'ai envie de dire. En sous-marin, c'est pas possible. Donc il faut être vraiment dans les règles. Faire ça dans les règles de l'art. Ensuite, euh, eh bien, des années plus tard, donc je suis retournée, donc il y a 10 ans quasiment, oui, quasiment 10 ans, je suis retournée à l'école de sophrologie parce que je connaissais le métier, mais j'avais besoin de valider mes acquis. Et puis par la suite, j'ai fait plein de formations parce que je me forme en permanence euh, et je me forme à des choses qui peuvent m'aider dans ma pratique, qui peuvent m'aider à mieux comprendre les gens qui ont eu un trauma, les endeuillés, les femmes sensibles, les hypersensibles, etc. Pour exemple, je serai en vacances prochainement pour l'été.
Une partie de l'été, je ne serai pas, voilà, je serai chez moi, mais mon cabinet sera fermé et j'ai prévu plusieurs formations. Une formation sur le féminin, sur le divin féminin, ce sont des formations courtes et en ligne. Une autre formation sur la Kundalini et une formation sur créer des moments spéciaux, en fait. Ce sont des formations américaines. Ils ont souvent une longueur d'avance sur nous, donc voilà, je vais voir ce qui se passe. À côté de ça, j'ai acheté enfin on m'a offert plutôt deux gros livres d'Harvard, un sur la communication interpersonnelle et l'autre sur les orateurs en fait. Donc je sais que mon été va être occupé, je vais avoir de la détente, de la relaxation, mais je me forme tout le temps. Et j'espère toujours venir chercher un petit quelque chose qui peut venir ajouter à ma pratique. Donc bon, et puis je travaille aussi sur mes nouveaux livres. Donc faut toujours être dedans. Euh, Dans ce que tu me dis, Pauline, il y a quelque chose qui me choque. Il y a quelque chose qui me choque. C'est que tu suis cette mouvance de je dois être sur les réseaux pour avoir des clients. Alors en fait, c'est complètement faux. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de thérapeutes qui ne travaillent pas. Donc, ils sont dans ton cas, en fait, Pauline. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des formations pour apprendre à d'autres thérapeutes qui ne travaillent pas à, soi-disant, travailler. Alors là, méfiance parce que vous vous engagez. Voilà, en fait, vous êtes là, vous avez un cabinet que vous payez peut-être. Vous n'avez pas de clients. Vous vous engagez dans une formation qui est censée vous apprendre à avoir des clients. Or, alors si vous faites du distanciel, pourquoi pas, hein, vous faites de la visioconférence, etc. Pourquoi pas? Moi, j'en fais pas. J'ai essayé, je suis pas à l'aise, ça fonctionne pas bien parce que on peut pas poser la main sur l'épaule de son client, par exemple. On peut pas, c'est très difficile de gérer aussi des larmes à distance. Euh, Bon, pour des choses vraiment très basiques, why not, mais je suis pas adepte de ça. En fait, j'ai un site. Alors, Pauline, tu vois, tu me dis que tu as mis une somme conséquente, plus de 3 000 € dans un site web qui te rapporte aucun client. Bah, écoute, moi, le mien, il me coûte juste le prix du WordPress. Il n'est pas probablement aussi beau que le tien, il n'a pas été fait par un professionnel, etc. Je l'ai fait moi-même. Euh, donc, c'est mon mari qui a pris les photos qu'il y a sur mon site. Euh, En tant qu'ancienne rédactrice, journaliste, etc., dans le bien-être, eh bien, je fais tout le contenu. C'est moi qui le rédige. Je ne prends pas quelqu'un. Je n'ai pas payé quelqu'un pour rédiger ce contenu. Et puis, bah, le site, il vit, quoi. Hein. Quand je suis inspirée, je mets une vidéo. Ces vidéos sont celles qui sont destinées à aller sur la partie blog de ce site. Bon, c'est artisanal et il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps. Quand on va sur mon site, le temps moyen passé, c'est 1 h 15. Et j'ai des fois, mais je suis toujours étonnée de recevoir des gens qui me citent des articles qui ont lu, mais parfois, plusieurs fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit ah, mais j'ai lu tous les articles. Alors, les articles, je sais, il y en a peut-être 80, 90, plus les pages, etc. Ça paraît énorme. Et donc, ça prouve que voilà, tu peux avoir un site artisanal et puis qui est bien orienté dans le souci, dans les soucis des gens à l'heure actuelle, hein, des lecteurs, et puis avoir un magnifique site qui est peut-être impersonnel et qui va rien te rapporter. Je mise absolument pas sur le site pour me rapporter des clients. Je mise pas tellement non plus sur le Google, vous savez, sur mon profil Google, parce que vous allez regarder, en fait, je demande jamais aux gens, et c'est peut-être un tort, bon, j'ai pas besoin d'avoir plus de clients, donc je le fais pas, je demande jamais aux gens de me mettre un avis. Quand ils me mettent un avis, alors au début, je leur disais, vous pouvez mettre un avis. Si tu vas sur mon Google, sur ma présentation Google, je crois que je dois avoir 7 ou 8 avis maximum. Je demande pas, j'ai pas envie d'en... Moi-même, je déteste, je vais au restaurant et on me dit, vous pourrez nous laisser une note Google? Et déjà, ça me stresse, j'ai pas envie de ça. C'est compliqué, on va au restaurant, on n'est pas là pour noter.
Donc moi, par principe, comme moi, ça me plaît pas cette notation parce que je suis pas prof, donc j'attribue pas de notes. Et ben je préfère ne pas le faire non plus. Donc euh, par contre, ce qui fonctionne, c'est la plaque devant. Les gens y passent, ils voient la plaque et puis ils notent le numéro. Des fois, je vois qu'ils photographient et puis ils me rappellent. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que le fait d'être installé dans un quartier depuis longtemps, ça va créer aussi un cercle vertueux comme ça. Euh, donc, on est ce qu'on est, on attire à soi des gens qui résonnent, qui sont dans notre résonance, et ainsi de suite. Ils connaissent des gens. Euh, et il faut te dire quelque chose, Pauline, c'est que quand on est allé voir un thérapeute, c'est pas comme quand on est allé s'acheter une robe dans une boutique où on va dire à nos amis, oh, ils ont des bons prix, de la bonne qualité, etc. Les gens sortent la tête de l'eau grâce à la thérapie et ils vont pas souvent aller crier sur les toits qu'ils ont suivi une thérapie, qu'ils ont vu un coach, qu'ils ont vu un sophrologue. Souvent, ils gardent ça pour eux et j'ai envie de dire qu'ils chérissent les progrès qu'ils ont faits. Ils n'ont pas trop envie de dire à tout le monde, sauf à une très bonne amie. Voilà, des fois j'ai des gens, j'ai une personne et sa meilleure amie, son meilleur ami, parce que là ils partagent. Ça m'a aidé, si ça peut t'aider, sincèrement, vas-y. Voilà, donc, alors, des formations qui vous disent qu'il ne faut pas de carte de visite, qu'il ne faut pas de flyer, etc. On les voit, les pubs défiler. Bon, moi j'ai des flyers, j'ai énormément de flyers, énormément de cartes de visite et une fois de temps en temps, j'en mets près de chez moi, au grand marché, dans dans les bistrots des fois que je fréquente pour prendre un café. Ou, voilà, je vais en laisser également, j'en distribue quand je rencontre des gens. Et dernièrement, j'ai animé une formation transition. J'étais super étonnée. J'avais en tout 26 personnes et les 26 personnes sont venues me demander, ont fait la queue pour me demander absolument ma carte de visite et j'en ai donné 26 en une minute. C'est peut-être la première fois que ça m'arrive d'en donner autant. Mon mari en a quelques-unes quand certaines de ses clientes à lui évoquent un problème, il donne ma carte. Mes meilleurs amis en ont, ils donnent ma carte comme ça, mais tu vois, c'est pas quelque chose de complètement focalisé. Autant, comme je disais, dans ma première entreprise, quand j'étais place de la Nation, le matin je travaillais, l'après-midi je faisais de la prospection. Mais c'était pas tout à fait la même chose parce que je m'adressais à des chefs d'entreprise. Donc il y a du budget déjà, les gens ont un budget. Là, tu t'adresses à des particuliers parce que tu sais que tant que tu vas pas être super à l'aise déjà avec les particuliers, aller en entreprise, aller devant un public, aller en fac, etc. Des fois dans des domaines où les gens sont brillants, tu vas peut-être pas dès le début pouvoir faire ça. Donc déjà, il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est faut pas voir trop grand, trop tôt. En fait, je suis chez moi. Alors, je suis chez moi. J'ai jamais, après mon expérience de la place de la Nation, j'ai plus jamais voulu louer et mettre de l'argent dans dans un cabinet, dans un bureau. Par contre, lorsque j'ai acheté ma maison, j'ai veillé, je me suis projetée, j'ai veillé à ce qu'il y ait un lieu où je puisse vraiment accueillir les gens. Parce que euh, c'est sûr que d'accueillir les gens dans son salon ou dans sa chambre ou quoi, bon, ça peut être limite hein, pour un thérapeute. Moi, je m'y risquerais pas, quoi. Il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de cadre sécurisé, etc. Bon, moi, je n'y risquerais pas. Par contre, aller louer quelque chose à 500, 700, 800, 1000 euros par mois, je m'y risquerais pas non plus. Et je vois dans mon quartier autour de moi, il y a énormément de thérapeutes qui ouvrent avec pignon sur rue et qui ferment. 5 mois, 6 mois, un an et demi plus tard, c'est fermé. Ils sont passés à autre chose. Donc peut-être que d'investir dans un local n'est pas une bonne idée les premières années. Bon, moi, c'est pas une idée que j'ai. Maintenant, vous savez qu'on est taxé de toute façon. Quand vous avez un local, vous payez une taxe en tant qu'auto-entrepreneur. Et quand vous êtes chez vous, vous payez une taxe pour être chez vous. Donc on considère que c'est un privilège d'être chez vous et on considère que c'est un privilège également d'avoir un local. Donc voilà,
Donc ça, c'est le petit point. Ensuite, j'ai rencontré, il y a des années, ça devait être en 2000, peut-être en 2006 ou 2007, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a raconté qu'elle avait mis 8 ans à avoir des clients. Donc en réalité, elle avait un client de temps en temps, ça avait l'air très frustrant, ça avait l'air d'être l'horreur. Elle avait un client ou deux clients par mois et elle s'est posé la question pourquoi, alors elle avait construit un cabinet dans son jardin avec une rampe pour les personnes handicapées, etc. Tout était pensé, sa communication par une agence, etc., une agence de communication locale, tout était pensé pour qu'elle réussisse et pourtant ça ne fonctionnait pas. Et un jour, elle s'est rendue compte, elle est allée voir quelqu'un d'autre, elle est allée voir, il me semble, une énergéticienne qui était également art thérapeute, qui lui a dit tu as trop de poids en toi, tu as un poids avec une personne de ta belle, c'est une personne de sa belle famille. Et elle a dit oui, c'est vrai, j'ai ce poids. Et la personne en face lui a dit il faut résoudre. Et cette personne, donc la thérapeute, m'a dit j'ai mis 3 ans à résoudre la haine que je ressentais pour cette personne, le tracas, les angoisses, la rage. Et elle m'a dit au bout de 3 ans, j'ai enfin trouvé une voie. Vous savez, quand vous voulez résoudre, il y a plein de possibilités, mais des fois, les voies évoquées ne vous parlent pas. Et elle, alors je ne sais plus par quel moyen, elle est arrivée à résoudre ce conflit avec un homme de sa belle famille. Et elle m'a dit, ça a été comme miraculeux. Je me suis sentie réalignée avec moi-même et maintenant j'ai 8 clients par jour. Donc 8 clients par jour, c'est énorme. Donc au bout de 8 ans ou 9 ans, elle avait 8 clients par jour. Et c'est quelqu'un qui donnait, qui allait voir les autres thérapeutes, qui n'était pas, comment dire, elle était ouverte. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de clients, du coup, ils sont aigris, ils ne vont pas voir d'autres thérapeutes pour eux-mêmes, et c'est un tort. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais évoquer avec Pauline, pour toi, Pauline, ce que je veux dire, euh, c'est donc cet alignement, il est important. Résoudre les problèmes que tu as. Si tu as des problèmes financiers, il faut les résoudre, quoi. Tu ne peux pas te lancer avec des problèmes financiers, il faut arrêter, il faut suspendre ton activité, il faut résoudre ces problèmes. Parce que d'après ce que tu me dis, ça a l'air d'être un problème constant dans ta vie, l'argent. Il faut le résoudre une fois que tu vas faire les gros efforts pour résoudre ça. Et j'en viens à la pensée positive. Alors, voilà, c'est une grosse erreur qu'on fait parfois. Donc Pauline, elle me dit, pourtant, j'ai suivi toutes les lois, la loi d'attraction, je lis plein de livres, etc. et j'applique. Et pourtant, je mets de l'argent dans la pompe, vous savez, pour amorcer la pompe à eau. On vous dit que si vous bloquez l'argent, si ce n'est plus un flux constant, un flux utile qui va nourrir, qui vient, qui va nourrir le monde, qui revient enrichi, etc., eh bien, vous ne pouvez pas recevoir d'argent. Et alors c'est un concept pour avoir aidé des gens et pour faire des formations sur le budget, c'est un leurre, encore une fois, que de penser j'ai pas d'argent ou j'ai très peu d'argent et je vais aller le donner le peu que j'ai pour amorcer la pompe et ça va me revenir. Et ce que tu me dis, Pauline, c'est qu'à chaque fois que tu cherches à amorcer cette pompe, et bah, tu te retrouves à découvert et tu as encore des problèmes. Et là, tu as ton loyer qui te tombe dessus, tu as tes charges, etc. Et tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau. Donc, en réalité, euh, cette optique-là, elle est valable quand tu es déjà dans l'abondance. Tu es dans une abondance, tu es dans une moyenne abondance, j'ai envie de dire. Tu es dans une abondance relative. Alors, tu peux, oui, tu te payes des vacances, par exemple, et tu peux te permettre, oui, d'acheter un maillot de bain, même s'il est un peu cher, à une jeune fille qui le vend parce qu'elle vient d'ouvrir sa boutique, etc. Et tu te dis, ça va amorcer la pompe. Pourquoi pas? Why not? Mais si tu es complètement à sec, tu vas pas essayer d'aller aider quelqu'un avec le peu d'argent que tu as. Tu comprends? Euh, donc je pense que il faut prendre ça quand même avec des pincettes. Moi j'ai été une grande adepte de la loi d'attraction. J'ai écrit des livres sur la loi d'attraction. J'ai été une grande adepte, mais mes finances vont beaucoup mieux euh, depuis que j'ai fait passer l'organisation budgétaire au premier plan et la pensée positive.
et la loi d'attraction au second plan. Et je le vois vraiment. Des fois, je vois des gens sur des formations budget. Donc, je les vois en entreprise, en structure sociale, etc., pour leur apprendre à bien gérer leur budget. Et donc, on se voit pendant 2 mois. On se voit une fois par exemple, tous les mercredis, enfin une fois par semaine, pendant 2 mois. Donc 2 mois, c'est bien parce que ça laisse le temps de voir comment les comptes évoluent. Et donc, en suivant mes conseils, ils arrivent à se remettre à flot et ça leur donne confiance en eux. Ils reprennent un peu de contrôle sur ces finances et encore davantage de contrôle. Et le contrôle emmène le contrôle et la satisfaction de contrôler ses comptes, de ne plus être à découvert, d'avoir des comptes au positif, etc. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et encore, la dernière chose, c'est que est-ce que ce que tu fais, ce que tu proposes comme offre, est-ce que c'est ce qu'on t'a appris à proposer quand tu es sorti de ton école privée, ou est-ce que c'est ton regard sur la vie, sur les problématiques qui va nourrir en fait ces offres, ou qui va venir créer une nouvelle offre? Parce que sincèrement, pendant un temps, j'ai énormément travaillé avec une offre sur les croyances limitantes, sur la suppression des croyances limitantes, et j'avais fait une formation aux États-Unis et j'avais complètement adhéré là-dessus. Et tant que ce concept vivait totalement en moi, avant que je l'ai totalement intégré d'ailleurs, eh bien oui, j'avais beaucoup de gens qui venaient pour ça. Et à l'heure actuelle, je reviens vraiment beaucoup à des offres de sophrologie, de psychopratique, de gestion des émotions. Euh, et c'est comme ça, c'est vers là, disons que cet élan intérieur euh, étant efficace, en fait, il a évolué vers ces offres-là. Euh, j'ai cet élan de proposer à ma clientèle de la sophrologie, avec en même temps quelques exercices qui relèvent de la psychopratique, peut-être séparément, pas dans la même session. Et j'ai facilité maintenant à créer un planning et un programme entièrement personnalisé. Parfois, le manque de personnalisation, ça peut embêter les gens en face. Et puis comme tu viens de sortir d'école il y a 1 an et demi, bah, peut-être que tu fais tes armes. Alors c'est pas peut-être pas évident, t'es peut-être pas aligné à toi-même encore. Il faut peut-être enrichir ce qu'on t'a appris et lâcher certaines choses de ce qu'on t'a appris. Je me rappelle que quand je me suis mise à mon compte en 99, j'ai suivi une autre formation à un moment donné en communication relationnelle qui sortait un petit peu de tout ce qu'on m'avait appris. Et pour moi, il y a des astuces comme de ne jamais quitter son client des yeux. Par contre, de quitter sa feuille et ses notes des fois, et d'être très relaxé, d'être vraiment l'inverse de ce que la personne en face est, de lui montrer que tu as déjà pu acquérir absolument tout ce que lui recherche, ça peut t'aider. Donc tu vois, ce sont des astuces, mais sois aligné, aligné avec ton soi profond, réellement, parce que si t'es pas aligné, ça crée vraiment des dissonances. Et du coup, peut-être que les gens qui viennent, ils le ressentent, ils sont peut-être déçus, c'est peut-être pour ça qu'ils reviennent pas, je ne sais pas. Personnellement, mes clients viennent entre... Alors normalement, à la base, voilà, il faut qu'il y ait une résonance. Il y a des gens, il n'y a pas la résonance, c'est pas la peine d'insister. Mais moi, ils viennent pour à peu près en moyenne entre 6 à 12 séances. Des fois, j'ai des cas. Moi, je veux résoudre les problèmes des gens en 10 séances maximum. Si ensuite ils veulent revenir, c'est leur libre arbitre, c'est eux qui reviennent avec un plan précis, voilà ce que je veux. Ça m'a beaucoup apporté. Voilà, ces premières 10 séances, ces 10 séances m'ont énormément apporté. Pour moi, j'ai passé un cap et je reviens 2 mois, 3 mois après parce que ce que je veux, ou 6 mois, 1 an des fois,
Ce que je veux maintenant, c'est travailler ça, ça, ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des croyances limitantes qui se sont évaporées, qui sont parties avec le travail sur soi. Et il y a des envies qui ont pris le dessus. Peut-être que, et des fois, j'ai aussi des thérapeutes qui viennent me voir et des coachs. Et une fois, j'ai eu comme ça quelqu'un, son but c'était de partir à l'étranger, mais de faire du coaching à l'étranger, puis ça a bloqué parce qu'il n'avait pas la langue. Il parlait pas, il n'était pas fluent, comme on dit. Et bah oui, bah, il faut travailler. Donc il a travaillé son anglais pendant 1 an et demi. Voilà, alors c'est pas évident quand on a des clients, qu'on est coach et qu'on doit travailler son anglais pendant 1 an et demi. Mais là, ça y est, le projet est lancé et il va pouvoir s'envoler vers les États-Unis. Donc il a sa carte, etc. Et il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et avant de tester dans la grande ville qu'il espérait, qui est très très chère, eh bien, il va tester dans une ville plus petite, moins chère, plus abordable. Mais en fait, c'est peut-être tout autant intéressant parce que il sera dans ce vivier quoi, de clients potentiels. Plus la ville est grande, plus le vivier est éparpillé et plus la ville est petite et plus vous avez de possibilités de croiser vos clients dans la rue en fait. Voilà, j'espère que je réponds, j'espère qu'il y a des images qui te resteront, Pauline, de ces conseils. Voilà, bye bye.